Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo, ce sera pour le bilan du mois de février. Je ne sais pas trop ce que ça a donné, je pense que j'ai pas mal lu, parce que j'avais beaucoup de SP à traiter ce mois-ci. Mais par contre, je pense que côté plib, j'ai dû lire un livre et demi, parce qu'il y en a un que j'ai pas encore fini, je pense que je vais le finir première semaine de mars. Donc assez peu finalement, parce que j'ai vraiment beaucoup privilégié les SP. Mais bref, passons tout de suite au titre que j'ai lu ce mois-ci. Alors on va commencer avec un petit manga, Bright Stories, le tome 3. C'est de Kaoru Mori et c'est publié chez Ki-un Édition. Alors, ça fait un bout de temps que je vous ai pas parlé de cette série, pour une raison en fait, c'est que j'ai trouvé le tome 1 l'an dernier à la médiathèque, j'avais adoré le design, l'histoire, l'ambiance qu'il y a au niveau des pays de la Mongolie et de tous ces aspects culturels que l'on ne connaît pas vraiment parce que c'est vraiment pas quelque chose que l'on retrouve de manière quotidienne dans les mangas ou dans les récits. Donc j'ai trouvé cet aspect-là super intéressant, super enrichissant. Mais je ne vous avais jamais présenté la suite pour la bonne et unique raison que c'est que je pense que le tome 2 a été volé. Et à chaque fois, je voyais la suite, les tomes 3, 4 et le reste, mais pas le tome 2. Et je me disais, mais si je lis pas le tome 2, je vais pas comprendre la suite. Mais au bout d'un an, je commence à en avoir un petit peu marre d'attendre que quelqu'un daigne soit le racheter, soit le rapporter. Donc je me suis dit, tant pis, je prends le tome 3. C'est pas grave si je comprends pas tout. Alors en effet, je sens qu'il me manque des éléments, parce que là, je suis tombée sur une autre famille, une autre histoire, et après, le couple du tome 1 réapparaît avec un semblant d'histoire, comme quoi ils allaient voyager et tout, donc je comprenais pas tout à fait pourquoi, parce que donc je n'ai pas lu le tome 2, mais je me suis dit, bah suite, hein, c'est pas grave, j'ai tellement envie de lire la suite, et je vais pas acheter que le tome 2, parce que c'est une série que je ne vais pas faire en manga chez moi. Donc, tant pis, le tome 3, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi enrichissant, et j'aime toujours autant le joli design de Kaoru Mori. C'est trop joli. Je vais essayer de vous trouver une planche. Voilà, regardez, même les détails au niveau culinaire, ça donne tellement envie de tout manger. De point de vue des tissus, point de vue des costumes, je trouve ça magnifique. J'ai envie de tous les essayer aussi. Je vous remontre une dernière page, histoire de vous donner un petit peu envie, mais moi j'aime beaucoup cette série. Et maintenant que maintenant que j'ai lu le tome 3, j'ai envie de lire la suite, en espérant qu'il n'y ait pas encore quelqu'un qui daigne voler la suite, parce que je serais vraiment beaucoup trop frustrée de ne pas connaître ce qui se passe après. On continue dans les mangas, mais avec du dark cette fois-ci, qui n'a plus rien à voir avec la jolie frimousse de Bright Stories, avec notre ami Lovecraft. C'est donc La couleur tombée du ciel, tiré donc des chefs-d'œuvre de H.P. Lovecraft, fait par Gutanabe aux éditions Ki-un collection Seinen. Et c'est vraiment particulier, on dirait vraiment un aspect beau livre, faux cuir, livre presque de collection, parce que celui que j'avais lu avant de Cthulhu, il était rouge, pareil, un rouge très sombre, qui allait très bien, pareil, avec ce côté beau livre. Le design est toujours joli, on va dire, mais extrêmement particulier, très fourni, très bizarre, qui est parfait justement pour le style un petit peu étrange, un petit peu nébuleux de Lovecraft. C'est toujours aussi particulier, Lovecraft n'est toujours pas mon ami, point de vue qu'il est un peu trop perché pour moi, mais j'aime bien lire ses adaptations en version manga, comme ça, en version illustrée, pour voir justement donner un visuel à l'imaginaire de cet auteur qui avait franchement des idées incroyables. Donc, celui-ci était pas mal du tout, un peu, donc comme je vous dis, perché, comme tous les Lovecraft, hein, avec une météorite qui est tombée sur Terre, dans un petit village à côté d'un couple de paysans avec leurs enfants. Et il va se trouver que les gens vont venir donc bien sûr étudier cette météorite qui rétrécit petit à petit, qui émet une couleur très bizarre, et une couleur qui a l'air d'influer sur l'environnement. Les plantes deviennent plus imposantes, les fruits en revanche ne sont plus comestibles, l'eau devient mauvaise, donc le bétail devient fou.
très étrange, mais en même temps, Lovecraft, ça ne peut être qu'étrange. Donc pas mal, j'ai préféré celui-ci à Cthulhu. Je pense que je vais lire la suite parce qu'il me reste quelques œuvres que je n'ai pas encore lues de Gutanabe. Mais comme je vous disais, donc Lovecraft, c'est un petit peu trop perché pour moi. Ça reste pas la lecture du siècle pour moi non plus, quoi. Un autre manga que j'ai lu mais que j'ai rendu à ma médiathèque, donc je vous mettrai l'insert de la couverture juste ici, il s'agit de Aria, The Masterpiece, le tome 7. Ça y est, c'était le dernier tome, j'ai fini cette petite saga. Très mignonne d'ailleurs, j'ai trouvé le concept très doux, le design très mignon, très beau également avec une mise en page très douce qui envoie un petit peu un côté dynamique avec ces gondoles qui arrivent à naviguer avec ces magnifiques paysages de Néo-Venise et un aspect toujours aussi cocooning, aussi détente, douceur, tranche de vie qui était vraiment très très agréable. J'étais presque même triste en fermant le tome 7 en me disant bah ça y est, j'ai terminé la série. C'est dommage, mais en même temps c'est quand même bien parce que comme c'est un manga un petit peu tranche de vie, je me dis quand même 7 tomes et 7 tomes qui sont épais, ils sont quand même avec beaucoup de pages chacun. Il y a de l'idée pour pouvoir faire avancer l'histoire, mais il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de quête principale, donc finalement, peut-être qu'il vaut mieux qu'ils arrêtent au tome 7 plutôt que de le continuer, de le voir s'essouffler et que le public apprécie moins. Tandis que là, il y a 7 tomes qui sont très beaux, qui sont complets, qui nous permettent de nous évader. C'était vraiment une très très jolie découverte. On va rester dans le côté graphique parce que j'ai lu également un comics, le tome 3 de Monstrous. Je vous mets la couverture juste ici, parce que lui également je l'ai rendu à la médiathèque. Et lui c'est pareil, ça faisait un bon bout de temps que je vous avais pas parlé de cette série. Et pour cause, c'est que le tome 3, il était caché au fin fond de la réserve de la médiathèque, donc pas accessible au public. Et là, comme ils sont en train de faire des travaux, ils sont en train de ressortir certains livres pour pouvoir agrandir, faire du ménage ou autre. Et le tome 3 est ressorti, donc j'étais viens ici, je veux te lire, je veux connaître enfin la suite. Et le design est toujours aussi beau, toujours aussi riche, aussi fourni, très belle colorisation, mais moi j'adore. Ça peut paraître un petit peu chargé au niveau des planches, mais moi j'aime beaucoup. Le style, l'action, la mise en page font qu'on est vraiment pris dedans. Alors c'est assez chargé point de vue design certes, mais point de vue histoire, point de vue information à emmagasiner avec des complots, avec la fuite du personnage, avec des trahisons, avec des enjeux politiques derrière. Donc c'est très compliqué, très fourni, mais moi j'adore. Et le tout donc porté par un design absolument merveilleux. J'espère que quand ils auront fini les travaux, ils vont mettre les tomes 4 et 5 à la disponibilité du public parce que j'ai terriblement envie de continuer cette série parce que je l'aime beaucoup et je crois que je ne l'ai pas trouvé dans les autres médiathèques du réseau communal, donc j'espère vraiment que ma médiathèque va laisser les tomes 4 et 5 à disposition parce que j'ai bien envie de les lire parce que j'adore cette série, je veux savoir ce qui va se passer ensuite. Je pense que j'ai terminé côté graphique si je n'en ai pas oublié, je pense pas. On va passer maintenant au côté des SP, parce que comme je vous disais, il y en avait vraiment beaucoup. Et on va commencer avec le deuxième cercle de l'enfer. Je voulais la couverture juste ici, parce que si je ne me trompe pas, tous mes SP, je les ai en version dématérialisée, donc en e-book. Alors je ne sais pas si le nom de l'auteur Gabriel H. Feist vous parle, mais il est en rapport avec un livre que j'avais lu en novembre de l'an dernier, si je ne me trompe pas, un conte pour enfants avec Bastien et Cassia, qui était vraiment adorable. Ces deux petits enfants qui allaient se perdre entre les pays de Noël et d'Halloween, que j'avais trouvé trop mignon. Je me suis dit, je vais tenter autre chose de cet auteur. Quand il m'a contacté pour pouvoir lire une romance contemporaine, je me suis dit, j'avais beaucoup aimé la plume côté conte pour enfants. Allez, je me lance, je teste voir si ça me convient toujours avec un autre thème. Et oui, quelle plume! Oh, j'aime beaucoup la plume de cet auteur, franchement. Elle est entre la douceur, le comique et le côté un peu même cocooning, je dirais, parce que cocooning, point de vue, on se sent bien dans son histoire, on est bien avec ces personnages qui sont hauts en couleur, avec cette prof de mathématiques qui n'en peut plus, entre guillemets, de sa vie de prof parce que les élèves sont archi stupides, il n'y a plus rien à faire pour eux, parce qu'ils ne la respectent absolument pas, parce qu'elle en peut plus de sa vie non plus parce qu'elle vient de se faire larguer.
Donc elle est extrêmement malheureuse et elle essaye de se changer les idées avec sa meilleure amie qui l'emmène en boîte de nuit, qui essaye de la faire sortir, qui essaye de la faire sourire, lui faire reprendre goût à la vie. Et peut-être que en faisant cette espèce d'introspection, de lâcher prise, eh bien elle va se rendre compte que peut-être que l'amitié qu'elle a pour cette jeune femme, il y a peut-être plus que ça finalement. Donc c'est très beau, c'est très drôle, c'est très touchant. J'ai vraiment beaucoup aimé. L'héroïne, elle a des punchlines, mais de folie. Une répartie, mais incroyable. Quand je lisais le roman, j'étais en mode, mais comment, comment elle arrive, enfin, comment plutôt l'auteur arrive à trouver la répartie cinglante, presque cynique, parfois comique, parfaite, idéale au moment opportun quand la personne l'invective dans la rue, ou quand on lui envoie une pique dans la tronche, ou quand ses élèves ne savent pas faire autre chose que de dire n'importe quoi au milieu du cours ou de la rabrouer. Elle a toujours la réplique parfaite pour pouvoir l'envoyer bouler de manière polie ou de manière drôle ou de manière assez cinglante. C'est incroyable, j'aime beaucoup. J'ai adoré franchement ce personnage et les répliques qu'elle arrive à sortir, c'est incroyable. Et à côté, justement la douceur de ces moments entre ces deux jeunes femmes qui apprennent à découvrir la vie, à se découvrir elles-mêmes, à essayer d'avoir un avenir ensemble. C'est très joli, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de douceur et avec justement une plume incroyablement chouette. Je vous recommande les deux. Le conte pour enfants et celui-ci, la romance contemporaine, qui sont vraiment géniaux tous les deux. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le deuxième, il s'agit de Dentelle et ruban d'argent de America Grace, publié aux éditions Réan. Édition Réan que je remercie de me l'avoir envoyé d'ailleurs parce que je suis donc partenaire avec cette maison d'édition cette année et ça m'a permis de découvrir mon premier Olni. Alors je ne savais pas trop ce que c'était avant de lire vraiment cet acronyme, à quoi il correspondait. Objet littéraire non identifié. Je voyais pas trop à quoi ça correspondait, et quand j'ai lu Dentelle et ruban d'argent, je me suis dit « Ah oui, ça doit être ça, un Olni, parce qu'on ne sait pas où le classer en fait. » Il est tellement atypique, la plume et l'histoire sont tellement à la fois belles et étranges qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est un conte ? Est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est du fantastique? Est-ce que c'est du gothique? Est-ce que c'est presque un côté un peu conte victorien? On ne sait pas. C'est tellement particulier qu'on ne sait pas. C'est un petit peu un côté aussi romantique, un côté fantastique, fantasmagorique, onirique. Bref, très étrange, très beau, très particulier qui je pense ne plaira pas à tout le monde parce qu'on est vraiment dans un côté un peu conte magique et mystérieux, avec un village qui est coupé de tout, qui est sous une espèce de bulle qui le protège du monde extérieur, pour éviter justement que la noirceur du monde, que les humains méchants, que la guerre, que la folie humaine viennent corrompre la douce vie qu'il y a dans cette ville où les gens sont bons, les gens sont heureux, les gens sont gentils, serviables, aimables, donc vraiment une coupole qui les protège du monde extérieur. Avec de la magie un petit peu, parce que le personnage principal est un magicien qui sait faire donc de la magie dans la rue pour émerveiller les gens. Et sa sœur est d'une beauté et d'une douceur incomparables, et on sent qu'il y a une attirance mutuelle entre ce frère et cette sœur, mais qui ne va au-delà du sentiment d'amour fraternel. Jusqu'au jour où un père et sa fille arrivent en ville, viennent emménager dans un énorme manoir. Sauf que cette jeune femme est malade, il ne lui reste plus longtemps à vivre malheureusement. Donc ce père a décidé d'engager notre héros pour être un petit peu le compagnon idéal de Wendy, qui arrive à l'amuser, à la promener, à lui faire la lecture, à lui faire passer un temps agréable, pour que justement les derniers jours qu'elle a à vivre soient le plus doux, agréable et plaisant possible. Et là pareil, il va y avoir une puissance derrière les sentiments de ces deux personnages, quelque chose d'incroyable, de magique, et un monde autour d'eux qu'on n'arrive pas à comprendre presque. Tout est beau, tout est étrange et tout est magique. La plume est vraiment très très belle. Elle, en elle-même, la plume est quelque chose d'atypique.
Je la comparais justement à une espèce de conte victorien parce qu'elle est très belle, avec des belles envolées lyriques, avec un parler, un phrasé, un chant lexical très beau, très doux, très hors du temps, qui fait que on est vraiment imprégné dans une ambiance particulière, un soupçon de mystère, un brouillard épais de magie et de choses qu'on pourrait penser improbables, mais qui dans ce monde-ci existent. Ça m'a fait penser un petit peu à un mix entre Alice au pays des merveilles et Tim Burton en fait. Le monde d'Alice où tout est magique avec ces fleurs qui parlent, avec ce lapin qui court après le temps, avec, je sais pas, la vaisselle qui s'envole toute seule, avec ces cartes qui sont vivantes également. Ce monde un petit peu féerique et des personnages un petit peu Tim Burtonesques avec des trucs un petit peu étranges qui se passent avec cette coupole qui les coupe du temps mais qui se fait corrompre petit à petit par la noirceur du monde avec un magicien noir qui arrive contre ce magicien blanc qui est notre héros. Vraiment, un côté magie blanche contre magie noire, le bien contre le mal, mais dans un univers vraiment onirique, vraiment particulier. Je ne sais vraiment presque pas comment le résumer, tellement il est vrai unique. Cet écrit est particulier, voilà. Il demande à être lu. Je pense, comme je vous disais, qu'il ne plaira pas à tout le monde du fait qu'il n'y a pas du tout d'action dedans. C'est vraiment un fil continu des pensées de nos héros, de leur vie, de leurs soucis, de leurs amours, de leur aspect magique, de leur aspect cruauté aussi, d'un aspect un peu cruel également. Et à côté de ça, donc, on le suit paisiblement, mais sans jamais avoir vraiment d'action, de quête, de quelque chose qui pourrait donner un petit côté épique à la chose en fait. C'est vraiment plat, mais c'est vraiment doux. C'est très très atypique. Je vous conseille de le lire pour vous faire une idée. Peut-être que vous n'aimerez pas, mais franchement, c'est une lecture qui mérite d'être lue au moins une fois pour savoir ce que c'est. Allez voir les éditions Réan, je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos parce qu'ils proposent d'autres ouvrages un petit peu particuliers comme ça, avec une ambiance bien à eux, qui est propre à leur univers. Et franchement, dentelle et ruban d'argent, déjà la couverture est trop belle, et le monde est vraiment particulier, donc lisez-le, je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Ah oui, le prochain, Compter les oiseaux, coter les chapeaux, était vraiment particulier lui aussi, mais dans un autre genre. Il est particulier parce qu'il m'a fait penser à celui que j'ai lu en décembre, qui s'appelait Amnésie criminelle, point de vue qu'il est dur à lire émotionnellement parlant, parce qu'on va parler dedans de maladies, on va parler de problèmes psychologiques, on va parler de pédophilie, on va parler de viol, donc vous voyez des concepts un petit peu lourds quand même à lire, un petit peu compliqués si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible. Donc, soyez prévenus, mais il est tellement bien ce livre, un peu comme Amnésie criminelle. Il a des sujets lourds, il a des sujets durs, compliqués, mais la plume est belle, la plume est envoûtante, elle vous prend aux tripes et elle vous embarque dans un livre vraiment incroyable. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice qui arrive à nous prendre par les sentiments, bons comme mauvais, avec des personnages très touchants également. Parce qu'on va suivre deux personnages qui sont, on va dire, coupés du monde parce qu'ils sont malades. Ils ne sont pas, on va dire, adaptés à la société. Ils ont des réactions particulières, ils sont assez asociaux, donc ils préfèrent rester chez eux, chacun de leur côté, jusqu'au jour où ils vont se rencontrer, ils vont se rendre compte qu'ils sont pareils, qu'ils ont la même pathologie, et ils vont essayer, malgré le monde, malgré les on-dit, malgré les dictates de la société, de vivre leur vie, malgré leur handicap, et de vivre dans la joie, dans la bonne humeur, dans leur cocon à eux, malgré le reste de la société, et malgré leurs tuteurs, et qui ne sont pas forcément là pour tous leur faire du bien, ou les aider dans la société à s'intégrer ou autre. Je vous en dis pas plus parce que sinon ce serait vous gâcher un aspect du livre important qui est très intéressant, qui est très dur également, mais très très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, c'était vraiment beau, dur,
mais tellement touchant, et la plume, comme je vous dis, de l'autrice, qui est vraiment belle, qui nous prend au corps, qui arrive à nous transporter entre la beauté et la cruauté, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Et en plus, il se lit très vite, il fait moins de 200 pages, donc foncez. Si franchement les triggers que je vous ai dit juste avant ne vous dérangent pas, découvrez ce titre, parce qu'il mérite d'être poussé en avant, il est vraiment très très sympa. Et là, je vais enchaîner avec les 2 derniers SP que j'ai lus, qui sont tous les 2 du même auteur. Eh bien, l'auteur de Le 9e cas, de La liseuse Pile ou Pâle, je reviens avec 2 de ses écrits. Le premier, c'est Cette nuit, j'ai reçu une visite, le premier tome de sa trilogie Sois heureux maintenant. Et depuis le temps que j'entendais parler de cette trilogie, parce qu'en fait, c'est donc le premier roman qu'il a écrit, et moi j'ai commencé par tous les autres en fait. Donc je me suis dit, depuis le temps que j'entends parler de la trilogie en fait qu'il a lancée dans l'amour de l'écriture, il faut quand même que je le lise, parce que quand même, je lis tout le reste avant le premier, c'est pas tout à fait logique. Donc je m'y suis mise, et j'ai retrouvé cet aspect de la plume que j'aime beaucoup, qui est particulier parce qu'il nous fait vivre la vie du protagoniste en même temps que nos propres réflexions. Et j'aime vraiment beaucoup cet aspect psychologie caché qu'il y a derrière chacun de ses écrits. Et dans celui-ci, c'est pareil, parce qu'on va suivre Richard. Richard qui a tenté de se suicider et qui, dans un semi-coma, va recevoir donc une visite de plusieurs personnes qui vont lui faire revivre des pans de sa vie, du bien comme du mal, avec ce qu'il a fait, ce qu'il aurait pu faire, comment il peut voir la vie et comment il peut envisager l'avenir s'il a envie de continuer à vivre. C'est vraiment touchant à chaque fois comme style d'écriture, parce que un personnage comme Richard, qui cumule quand même beaucoup de vices ou beaucoup de malchance, c'est au choix, parce qu'il est alcoolique, parce qu'il est fumeur, parce qu'il est drogué aux médicaments, parce qu'il est adepte des jeux d'argent et qu'il ne sait pas s'arrêter, donc il s'endette, plus il joue et plus pour lui ça continue à chaque fois, parce qu'il se ment à lui-même dans sa condition, il trouve toujours des excuses, donc il ment aux personnes qui lui sont chères également. Donc il a beaucoup d'aspects négatifs, mais il a également énormément envie de s'en sortir, il a envie d'aller mieux, d'aller de l'avant, et de trouver un espèce d'avenir, un espèce d'équilibre entre son passé chaotique et peut-être un avenir un peu plus radieux. Et cette introspection de ce personnage qui va revivre des pans de sa vie, qui va revivre l'enfer de son passé, qui va revivre plein d'aspects et de pans de sa vie qui ne sont pas spécialement glorieux, qu'il n'est pas totalement fier, mais qui font partie intégrante de sa vie, qui l'ont façonné pour ce qu'il devient maintenant. C'est très intéressant de voir comment il va essayer de s'en sortir et comment l'auteur, en plein milieu, va essayer d'interpeller également le lecteur en lui disant regarde la vie qu'il a, mais regarde la vie qu'il peut avoir. Regarde ta vie à toi et regarde celle qu'elle peut devenir si tu es heureux maintenant. Si tu crois en la vie, si tu crois en l'amour, si tu crois en la joie, si tu crois en une introspection qui peut te faire aller mieux. Et j'aime beaucoup cet aspect, donc psychologie pseudo-inversée entre le protagoniste et le lecteur, qui nous fait réfléchir inconsciemment et nous fait peut-être aller de l'avant. Moi j'aime beaucoup ce style. On sent, c'est vrai que c'est le premier roman de l'auteur, peut-être parce que justement j'ai commencé par les anciens, où on voit que la plume est un peu plus affirmée, on voit qu'il a des idées mais qui nous transportent davantage, mais rien que dans ce premier tome, dans ce premier ouvrage même de l'auteur, on sent qu'il a une plume qui est déjà particulière. On sent qu'il a une envie de nous faire aller de l'avant, qu'il a envie de faire du lecteur un de ses personnages en fait, qu'il a envie de lui faire vivre la même chose, les mêmes émotions qu'il fait vivre à ses protagonistes. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'écriture de cet auteur, parce que c'est tellement chouette, tellement atypique, tellement original que je me laisse porter par chacune de ses œuvres. J'essaye d'aller sur le flot de ses lignes, de ses mots, et de voir où il veut m'emmener. Et à chaque fois, je reviens d'un voyage, mais incroyablement enrichissant, intéressant et très sympa, que j'ai beaucoup aimé. Et le deuxième, comme je vous disais, donc toujours du même auteur, il s'agit de Né pour aimer. C'est le dernier roman qu'il a écrit pour le moment, si je ne me trompe pas. Et je l'ai adoré, celui-ci aussi.
Par rapport à la liseuse, il est un petit peu en dessous. La liseuse reste vraiment un coup de cœur que j'affectionnais particulièrement. Mais Né pour aimer, je l'ai vraiment beaucoup aimé lui aussi. Plus que le premier roman de sa trilogie. Pourquoi? Je ne sais pas trop. En fait, peut-être quelque chose de particulier qui se dégage de ce roman-ci, avec toujours l'aspect psychologique que je vous dis que j'aime beaucoup. Et là, on va retrouver l'auteur d'un roman qui a survécu à un accident, mais qui va être dans une maison un petit peu de convalescence pour essayer d'aller mieux, et psychologiquement et physiquement, parce qu'il a les deux jambes qui ont été gravement touchées. Donc, avec sa rééducation physique, il va avoir également une espèce de rééducation mentale, parce que il va se retrouver au milieu de personnes qui, comme lui, ont eu des problèmes, qui ont essayé peut-être d'en finir avec la vie, qui ont peut-être des problèmes mentaux, qui ont peut-être des problèmes un peu plus enfouis, qui ne veulent pas en parler pour le moment. Et lui, il est là en essayant qu'on ne le reconnaisse pas, ce qui est un petit peu loupé parce que c'est quand même une célébrité, et il va essayer d'aller mieux et de faire que les autres aillent mieux également. À une espèce de docteur de la vie, de l'âme, et également de celle donc du lecteur. Parce qu'il y a toujours donc cet aspect tellement chouette de psychologie où le lecteur se sent imprégné par la lecture, se sent presque comme quelqu'un qui va aller s'investir dans la lecture, qui va aller aider les lecteurs par lui-même ses propres expériences. Je trouve ça vraiment très chouette. Et comme d'habitude, une introspection, des questionnements, des réflexions philosophiques, psychologiques, c'est très très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé parce que, une fois de plus, l'auteur est le roi des doubles fins. J'aime cet aspect à chaque fois où on arrive à la fin, on a une révélation, on fait « Ah oui, je la voyais pas celle-là, c'est très bien ». Et on tourne la page et il y a une autre fin. On se dit « Ah oui, mais là, il m'a doublement berné, il arrive à nous emmener au moment où il veut, vers ce qu'il veut, et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est à chaque fois quelque chose auquel on ne s'attend pas, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui n'était pas avec le fil de la lecture parce qu'on était concentré sur un point, et lui voulait nous emmener à un autre. C'est vraiment super chouette. Je ne peux que vous recommander de lire cet auteur, que ce soit sa trilogie, donc Sois heureux maintenant, que ce soit La liseuse pile ou pâle que j'ai beaucoup aimé, Le 9e cas que j'ai également beaucoup aimé, ou Né pour aimer, le dernier qu'il a écrit que j'ai également beaucoup aimé. Oui, voilà. C'est un petit peu ce qui résume vraiment ma lecture à chaque fois des œuvres de cet auteur. J'ai beaucoup aimé. Donc, lisez-le, lisez n'importe lequel de ses titres et dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si comme moi vous êtes transporté par sa plume, par la douceur de ses mots, par son aspect donc psychologique et les réflexions qu'il nous apporte. Racontez-moi tout, je serais curieuse d'avoir votre avis sur cet auteur et sur ses ouvrages. On en a fini donc avec les SP, j'en avais pas mal, et il y en a que je suis encore en train de lire, dont un, je ne l'ai pas encore terminé, ce sera pour début mars, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais en attendant, en lisant mes notes, je me rends compte que j'ai oublié 3 graphiques. Les 3 premiers tomes d'une adaptation d'un roman en BD que j'ai adoré. Donc zut, je l'ai oublié, mais il faut absolument que je vous en parle parce que j'ai adoré ce que j'ai lu. Il s'agit de La Horde du Contrevent. Oh, je n'ai pas lu le roman de Alain Damasio, mais franchement la BD, enfin les BD, donc j'ai lu les 3 premiers tomes qui sont sortis actuellement. Oh, que c'était bien! C'est punchy, c'est puissant, c'est addictif et ça ne s'arrête pas. On est en tension constante du début à la fin. On est avec cette horde qui doit aller aux confins du monde parce que sur cette planète, il y a un vent constant, un vent qui est terrible, qui balaye tout sur son passage, qui fait que les gens sont obligés de vivre sous des espèces de coupoles ou alors sous terre pour éviter de se faire balayer par ces vents. Et la vie est intenable en fait sur la surface de la Terre, donc cette horde, elle est entraînée pour essayer de traverser les confins du monde, arriver là où le vent prend sa source, son origine, et essayer de découvrir pourquoi il y a ce vent, s'ils peuvent l'arrêter, s'ils peuvent le dévier ou le contrer. Et c'est super chouette. J'ai qu'une hâte maintenant, c'est de découvrir le roman, parce que la BD m'a convaincue. Je suis à fond dedans, j'ai hâte qu'il y ait les tomes 4 et la suite qui sortent, parce que franchement, super bien. Donc là, je ne sais pas ce que donne le roman, mais s'il est aussi intense que la BD, je pense que je vais adorer cette lecture, parce que c'est super.
Je pense que Golgoth est vraiment mon personnage préféré. Il a énormément de défauts. Il est bourru, il est bourrin, il est têtu, mais il vit pour la Horde, il est la Horde. Il ne vit que pour aller aux confins du monde, réussir sa mission là où tous les autres ont échoué, là où la Horde précédente, celle de ses parents, a échoué également. Il veut être celui qui sera à la tête de la Horde, qui vaincra le vent, qui vaincra les intempéries, qui vaincra la douleur, qui vaincra la mort, la souffrance, qui vaincra tout. Il veut être celui qui les mènera au bout. Un puissant leader, très têtu par contre, c'est la Horde, et tu en fais partie ou tu en fais pas partie. C'est noir ou blanc avec lui. Il est vraiment un bourrin incroyable, mais c'est tellement punchy que pour moi il efface presque tous les autres personnages parce qu'il est vraiment incroyablement charismatique, incroyablement présent, et on sent que l'univers entier de la Horde tourne autour de lui parce qu'il est le leader, il est celui qui est vraiment à l'avant, celui qui va pousser la Horde dans ses retranchements, qui va se prendre tout le vent en pleine poire, et que s'il lui faiblit, toute la Horde tombe, et ça, il ne peut pas se le permettre. C'est génial. C'est génial. Je vous fais en même temps quelques inserts des dessins pour vous montrer que c'est particulier aussi, mais c'est punchy, ça montre vraiment l'intensité qu'il y a dans cette BD, et c'était tellement incroyable que j'avais déjà parlé Link de la chaîne Linksoft sur la Horde du Contrevent, qui avait donc beaucoup aimé le roman, qui était vraiment particulier, point de vue justement, c'est dans ta tronche, tu suis ou tu suis pas, tu aimes ou tu aimes pas, c'est donc particulier. Et là, la BD, mais j'ai adhéré à 300%, donc là j'ai envie de découvrir le roman, j'ai envie d'aller me l'acheter, parce que c'est vraiment un de ceux que j'ai vraiment envie de découvrir cette année, parce que là c'était incroyablement chouette en tout cas en BD. Et avant de passer aux 2 derniers titres que j'ai lus ce mois-ci, j'ai également écouté beaucoup de livres grâce à Audible, parce que j'avais mon abonnement qui se terminait ce mois-ci, donc j'avais envie de lire beaucoup de choses, enfin d'écouter plutôt beaucoup de choses. Mais pareil, je vais faire une vidéo dédiée parce que là j'en ai plusieurs à mon actif maintenant, donc je peux vous faire une vidéo complète sur est-ce que j'aime ou non la lecture en version audio. Donc je vous inviterai à aller voir la vidéo, je ne pense pas qu'elle sera sortie quand j'aurai mis celle-ci en ligne, mais dans le doute, sinon je vous la mettrai dans le petit i pour que vous puissiez aller la voir si ça vous intéresse. On en arrive donc aux 2 derniers livres que j'ai lus au mois de février, 2 livres radicalement différents. Le premier, c'est un policier, il s'agit de L'affaire Clara Miller d'Olivier Bal, publié chez XO Éditions. Mon premier Olivier Bal. Ça faisait partie des auteurs que je voulais découvrir l'an dernier. Bon, j'ai un petit peu dépassé le délai certes vu que je l'ai découvert au mois de février, mais au moins, ça y est, je l'ai enfin découvert. Et j'ai envie de vous faire un méchant teasing en mode allez voir la vidéo qui sera consacrée uniquement à Olivier Bal et à ma découverte de cet auteur, parce que je pourrais en parler beaucoup et je vais la combiner avec ma découverte d'autres auteurs de thrillers que, en tant que fan de thrillers, je voulais absolument découvrir, parce que, entre guillemets, c'était un peu une honte d'être fan de thrillers mais ne pas connaître ces auteurs français et pourtant qui sont auteurs de best-sellers ultra connus en France et partout dans le monde. Et partout sur la booktosphère ou autre. Donc, celui-ci, très sympa, et il n'y a que la couverture qui me dérange fortement. J'ai un problème avec cette femme ange là, sans sourcils, elle fait peur, je trouve. Donc, je vous invite vers la vidéo, pareil, si elle est sortie, je vous la mets dans le petit i. Sinon, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, dès que la prochaine vidéo sera sortie, vous aurez une alerte pour pouvoir découvrir mon avis sur Olivier Bal et l'affaire Clara Miller. Et nous arrivons donc au fameux dernier livre du mois de février et de cette vidéo. Un livre pareil que j'avais envie de lire depuis un bon bout de temps, depuis que j'avais découvert l'auteur l'an dernier, parce qu'il y a beaucoup d'écrits qu'il a fait et que je n'ai pas encore lu. Je l'ai découvert l'an dernier avec Vers le soleil que j'avais adoré, il faisait partie de mes coups de cœur. Et celui-ci, je voulais le lire avant de voir le film qui vient d'être adapté très récemment au cinéma. Il s'agit de La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, publié chez Calman Levy. Lui, il faisait vraiment partie de la wishlist que j'avais envie de lire et de découvrir de cet auteur, parce que j'ai l'impression qu'il écrit beaucoup de choses à la fois tristes et joyeuses en même temps. Je ne sais pas comment il fait, parce que là, on va partir quand même de quelque chose de super triste,
qui va se transformer en un bonheur incroyable pendant tout le livre. Comment fait-il? Comment arrive-t-il à transformer le noir en couleur, le triste en beau et en joie? Il est vraiment très fort. Parce que là, dans ce roman-ci, on va suivre un petit garçon, Louis, qui a 12 ans, qui est en plein dans sa période un petit peu rebelle, parce que sa mère travaille dans une société avec un poste assez haut. Elle est responsable de toute une partie marketing, cosmétique, shampoing et autres, et elle est tellement prise par son métier qu'elle ne voit quasiment plus son fils, malheureusement. Il est là, il veut lui parler, mais elle répond au téléphone alors qu'on est samedi, et là ça agace profondément Louis. Ça l'agace tellement qu'il met son casque sur ses oreilles, qu'il prend son skate et qu'il traverse la rue sans regarder. Et malheureusement, un camion arrive et le percute. Et le pauvre Louis va se retrouver dans une chambre d'hôpital plongé dans le coma avec des blessures sévères et un pronostic vital engagé. Sa mère Thelma est effondrée et elle se rend compte, maintenant que son fils risque de mourir, qu'elle a entre guillemets une mauvaise mère, qu'il lui manque terriblement, qu'elle aurait pu faire tellement plus de choses, s'occuper de lui, être plus présente, faire plein de choses, jusqu'au jour où elle va trouver dans la chambre de Louis son carnet des merveilles qu'il appelle, un carnet avec plein de choses qu'il aimerait vivre, qu'il aimerait découvrir, et elle se dit que son fils n'est pas dans la capacité de le faire, donc c'est elle qui va vivre à la place de son fils toutes les merveilles qu'il a écrites dans le carnet. Et on va se retrouver embarqué avec cette mère éplorée, et la mère de Thelma d'ailleurs, qui est éplorée également de voir son petit-fils dans un tel état, alors que sa fille, justement, elle lui reproche de ne pas l'avoir assez surveillé, de ne pas l'avoir materné, de ne pas avoir fait son rôle de mère. Et elles vont se retrouver toutes les deux à essayer de faire ce qu'il y a dans ce carnet des merveilles. Elle va se retrouver à aller voyager à Tokyo, elle va se retrouver à faire une course alors qu'elle n'est pas du tout sportive, elle va se retrouver à faire un stage de foot intensif avec l'entraîneur de son fils, à essayer de vivre à travers donc les merveilles que son fils voulait vivre, essayer de lui transmettre par le biais de vidéos, par le biais d'histoires, par le biais de récits, tout ce qu'elle lui fait vivre à travers ce livre, à travers toutes les envies que lui ne pouvait pas faire parce qu'il est là dans son coma, et elle lui montre que regarde, la vie est encore belle, la vie a encore besoin de toi, bats-toi et sors de ce coma. Parce que les médecins n'ont pas un avis très positif sur la question, donc elle, son cœur de mère lui hurle que non, ça y est, là c'est fini, c'est son fils avant tout, c'est son fils avant sa vie professionnelle, avant sa propre vie à elle. Elle veut vivre, mais elle veut le vivre avec son fils. Et c'est tellement beau, c'est tellement touchant. Et rien que la couverture, elle est pétillante de couleurs et de vie, et c'est vraiment ce que l'auteur arrive à nous faire ressentir à la lecture de ces pages. De la puissance de la vie, la puissance de l'amour d'une mère pour son fils, et de l'amour de la vie, en fait, c'est magnifique. Il est vraiment doué cet auteur, Julien Sandrel, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et là, j'ai vraiment envie de découvrir la BD qui a été adaptée, et également le film avec Alexandra Lamy. Je pense que ça doit être quelque chose de terriblement touchant et beau. J'ai hâte de voir si l'adaptation a été bien faite, parce qu'en tout cas, le livre, moi, je l'ai vraiment adoré. Et après avoir lu Vers le soleil et donc La chambre des merveilles, j'ai envie de lire les autres romans de Julien Sandrel. Et j'ai vu qu'il en avait sorti un nouveau en plus, donc c'est vraiment quelqu'un dont j'aime l'écriture et dont j'aime les histoires. Donc j'ai vraiment envie de découvrir les autres titres qu'il a fait, les autres histoires, et de voir s'il arrive, une fois de plus, à transformer la tristesse en joie. Il est vraiment très très fort pour ça, je trouve, donc celui-ci, je l'ai vraiment adoré, il était super chouette. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu aussi d'autres romans de Julien Sandrel, lequel est bien pour que je puisse continuer ma quête de cet auteur dans des écrits fabuleux, parce que celui-ci était une fois de plus super chouette. Et voilà, donc ce dernier roman conclut ici cette vidéo et le bilan donc de tout ce que j'ai lu au mois de février. Donc il y en avait pas mal quand même encore, ça va. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser les commentaires si vous voulez qu'on discute ensemble de ces livres, s'il y en a que vous connaissez, que vous avez lus, aimés ou non, qu'on puisse échanger tous ensemble là-dessus. J'espère que les petits teasings qu'il y a eu au milieu sur les prochains livres, dont je vous parlerai dans d'autres vidéos, ne vous ont pas trop embêté, et vous ont au contraire donné envie d'aller voir les autres vidéos.
Sur ce, j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite d'agréables prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!